Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue du coup pour le nouvel live de la garde de nuit consacré aux 10 ans de la série. Donc aujourd'hui ça sera l'épisode 2 de la saison 4 sur la mort de Geoffrey. Voilà, on a choisi quelque chose de parfait pour la fête des mères. Donc toutes les blagues sur les mamans aujourd'hui c'est autorisé. Donc la mort de Geoffrey et puis qui s'appelle, alors si on veut le vrai titre c'est Le Lion et la Rose. Je précise avant d'oublier que l'épisode commence sans Previously, qu'il y a d'habitude sur HBO. Donc pour se synchroniser, on commence directement sur le logo HBO et puis le générique. Maintenant que ça c'est fait, je vous présente du coup, je suis avec Nymphadora aujourd'hui en haut à droite, Madame la Présidente. Salut. Et en bas à droite, Chao. Salut. Voilà, donc les présentations sont faites. En attendant un petit peu qu'il y ait du monde qui nous rejoigne, je sais pas si on aura, mais en attendant un petit peu, et avant de lancer l'épisode, est-ce que Chao ou Nympha, vous voulez dire un petit mot sur l'épisode? Qu'est-ce que vous vous rappelez surtout de la première fois que vous avez vu cet épisode, qui est quand même un épisode un peu charnière, un peu marquant de la série en fait? C'est un des épisodes clés dont tout le monde se rappelle. Du coup, est-ce que vous vous rappelez de quand est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous aviez lu les livres à ce moment-là? Les gens qui étaient avec vous, est-ce qu'ils avaient lu les livres? Je sais pas, Nympha pour commencer, honneur à la présidente. Alors, bon, évidemment, j'avais lu les livres. J'ai lu les livres il y a 20 ans, donc forcément, voilà. Hein. Mais du coup, j'avais vu l'épisode avec mon mari, sûrement, qui avait été forcé de lire les livres avant de voir la série aussi, parce que quand même, faut pas déconner non plus. Le pauvre. Et voilà, mais du coup, je me rappelle que j'attendais vachement l'épisode pour voir si on retranscrivait aussi bien à l'écran le côté jouissif de la mort de Geoffrey, et en même temps cette gêne, ce malaise atroce de dire oh là là, mais c'est tellement bien, il meurt. Ah non, mais attends, mais je suis une personne horrible, c'est un enfant, quoi, ça va pas. Et voilà, donc du coup, j'attendais de voir ce que ça allait donner à l'écran. Je crois que c'était encore pire à l'écran, en fait. Oui, c'est marquant. Les effets, le maquillage, tout ce qui a été fait sur le visage de Geoffrey est quand même assez marquant. C'est vrai. Ouais, non, l'horreur est présente, ouais. Chao, du coup? Moi également, j'avais déjà lu la saga avant cet épisode-là. C'est vrai lorsqu'on regarde les épisodes, saison 1, saison 2, saison 3, on découvre Geoffrey et ça monte, on apprend à le haïr. Et il y a une certaine libération qui est horrible, comme pour Nympha, c'est juste un gosse qui meurt. Il est peut-être un peu plus vieux dans la série, mais il doit avoir une treizaine d'années dans la saga, livre. Et ouais, c'est jouissif, en même temps c'est horrible en même temps. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qui se passe avant, parce que le mariage c'est qu'une partie, sur la fin. Et tout ce qui se passe avant est également important, enfin le côté, sans vouloir spoiler ce qu'il faut regarder l'épisode, mais le côté avec les Bolton, le côté avec Stannis, où il y a un côté familial en fait, avant des petites... comment se passe la famille d'un côté, comment se passe la famille de l'autre côté, et à la fin, comment ça se passe à Port-Réal et avec le mariage. C'est l'épisode parfait pour la fête des mères. Parfait. Ouais, voilà, c'est la famille. Bonne fête, maman. Dernier épisode, on a eu Catelyn qui voyait Robb Stark mourir sous ses yeux. Oui. Bon, là, c'est Cersei. Je pense qu'on est sur une bonne thématique des mamans. C'est parfait. Alors, dans le chat, il y a Esclarmonde qui nous dit que il y a eu des réactions, c'est des explosions de joie. Alors oui, je peux totalement comprendre. Ça reste un enfant qui meurt quand même. C'est un peu triste, hein, mais je comprends complètement, parce que moi aussi j'étais heureux. Ce côté jouissif de enfin cette petite frappe. Meurt. Mais d'un autre côté, t'as tellement honte de toi-même en tant qu'humain de trouver ça bien. C'est ça. Je pense que c'est toute la saga qui se résume assez bien sur ça. Parfois on a un peu honte d'aimer des choses. Bientôt Tommen en prendra son envol. Oui, alors j'aime beaucoup la blague. Non, mais Tommen. Mais la vraie question, c'est comme pour les Noces pourpres. Est-ce que quand on n'a pas lu le livre et qu'on découvre la série là, réellement, je pense qu'on a également le côté enfant, mais comme il y a une surprise à la mort de Geoffrey, comme il y a pu avoir une surprise Noces pourpres
précédentes, savoir, je sais pas quelle est la réaction qu'on a, s'il y a vraiment une réaction de joie réelle en fait sur ce moment-là en fait. Moi, je regardais. Nous on s'y attendait, donc on dit quand est-ce, comment non, mais quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver. Et on veut le voir, mais le découvrir, avoir la surprise de le voir. Je sais pas comment ça ce Moi, je regardais sentiment-là. avec quelqu'un qui avait jamais lu les livres, et du coup, il y avait les deux de la surprise au début, parce que c'est complètement inattendu, mais aussi il y avait de la joie. Faut être honnête, il y avait beaucoup de joie. Et la personne était normale, hein, tiens. Ce qui est pire, je trouve qu'il était pire, décrit comme étant encore pire dans la série en fait. Il est bien, Après, je sais pas si c'est une question de description ou tout simplement une question de visuel. Parce que quand tu lis quelque chose, t'as pas le même rapport à ce que tu vois. En fait, quand tu es dans ton livre, même une scène horrible, tu peux dire ok, je prends du recul, je ferme, je souffle un peu. Et alors que les images violentes, on te les met au visage et tu les jettes. Donc il y a à la fois le côté audiovisuel qui prend aux tripes. Alors que, je sais pas moi, mais je sais pas vous, mais moi en général, même les scènes violentes dans les livres, je m'auto-censure vachement. En fait, on me dit qu'il y a du sang, dans ma tête, c'est pas très sanguinolent, quoi. Je suis une chochotte. Hein. Donc, l'imaginaire joue vachement plus, alors que là, on nous impose ça à un rythme qu'on choisit pas, et c'est différent. Ouais. Il y a les scènes en plus, il y a les scènes des l'arbalète avec les prostituées. C'est le même genre de scène, voilà, qui a rajouté et qui. Alors, petit détail qu'on a peut-être pas dit, mais c'est le dernier épisode qui a été scénarisé par Martin, avant qu'il laisse un peu la série vivre sa vie pour se consacrer à l'écriture. On attendra de voir si c'est vrai. Mais c'est le dernier épisode, et c'est aussi pour ça, je pense qu'il a. En plus de la surprise, mais qu'il a tant d'impact. Je vous mets dans le chat le lien pour le Bingot, pour ceux qui veulent le suivre. Petit détail, aujourd'hui je suis à l'eau, et pas à la bière, mais ça compte quand même pour la case du milieu. Ouais, c'est bon, hein. On est là. Il y a des copains qui sont là pour ça, pour me soutenir. Du coup, on va peut-être pouvoir y aller. Je vais lancer le compte à rebours. Quand le compte à rebours arrive à 0, on lance l'épisode. Petit joueur, oui, je suis désolé, petit joueur, mais je fais ce que je peux. C'est compliqué. Et on est parti, si c'est bon pour vous. S'il y a un problème, on verra en cours de route. C'est parti. Je vous dirai top. C'est parti. Bon le générique, toujours Le générique fait toujours de l'effet. C'est ça qui. Ouais, on l'a vu, 7 saisons, 8 saisons, quasiment 10 épisodes par saison. J'avoue que je suis très curieuse de savoir ce qu'ils vont faire pour House of the Dragons. Parce que faut arriver à faire un truc qui est aussi iconique, avec une musique qui est quand même super reconnaissable, qui rentre en tête et tout. Et en même temps, qui arrive à placer des éléments tout en étant ludique, c'est pas si facile que ça. Du coup, je sais pas ce qu'ils feront pour House of the Dragons. Garder le même visuel, au moins l'histoire de l'idée de la carte qui permet de présenter le monde. Peut-être plutôt des arbres généalogiques, sinon, parce qu'en fait, parce que dans House of the Dragons, il y aura quand même beaucoup de Port-Réal et pas grand-chose ailleurs, normalement. Port-Réal, il y aura Père Dragon, mais. Père Dragon, Port-Réal, un peu de guerre, mais. Non, les arbres généalogiques seraient pas mal pour aussi. recaser les gens, parce qu'on va quand même avoir une armée de blondinets aux yeux violets qui vont apparaître, et il va falloir tous les replacer. Même les haters de God aiment et jouent la musique, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose qui a plu absolument à tout le monde, je pense. Il y a eu beaucoup de détournements pour d'autres choses, pour des étudiants, des entreprises qui ont repris ce style-là. Donc ça a marché absolument à tous les niveaux. Super bien. Alex Grave. Et là, on attaque. Oui, c'est ce que je veux dire. Directement dans le dur. Ouais.
Et c'est marrant parce que c'est quand même une scène qui est très film d'horreur en fait. Ça me rappelle un peu la scène de chasse au-delà du mur du premier épisode. En fait, on a vraiment cet effet film d'horreur. La pauvre fille qui se fait chasser, les plans qu'il a dessus. Enfin, je sais pas, c'est oppressant. Théon qui galère à courir. Non, c'est vrai qu'il joue bien le. C'est pas sombre avec juste des cris qui sortent de nulle part. On voit tout et pourtant c'est suggéré. Le côté horreur. Après, Martin a quand même écrit quelques trucs un peu d'horreur. Il sait y faire en fait sur ce domaine-là. On parle de la chasse des contes de Zaroff. Alors j'ai pas la référence. Si quelqu'un là, je suis preneur. Alors moi non plus, désolé. The Forsaken, j'ai la référence. Et oui, Martin sait y faire pour l'horreur un peu mode Cthulhu. Ouais. Et là, on voit la fameuse Miranda, qui elle, pour le coup, n'existe pas dans les livres. Et c'est un peu bizarre. En fait, ce personnage, il est un peu chelou. Moi, j'ai jamais trop adhéré à cette espèce de suiveuse de Ramsay. Je sais pas vous, mais. Je pense que ça crée un vue extérieur sur Ramsay, ça permet de dire des choses sur lui qu'il n'aurait pas dit lui-même. Et que c'est vraiment utile à l'adaptation, en fait. C'est plus un personnage pour moi qui sert à mettre en relief ce que fait Ramsay et l'horreur qu'il fait. Ouais, c'est ça peut-être et ça crée encore plus de malaise de voir cette nana qui chasse d'autres femmes. Il y a peut-être ce côté encore plus dans le malaise. Ça rajoute une couche à l'horreur en fait. Après, c'est vrai que ce que dit Kevin dans le chat, c'est qu'elle n'est pas vraiment développée après, c'est un peu dommage. Oui. C'est vrai qu'elle est vraiment là uniquement pour cette scène-là en fait, ou pour quelques scènes, c'est tout. On la revoit, c'est la dernière fois qu'on la voit, c'était l'actrice et puis le personnage, c'est quand en fait? On la voit pour sa mort, hein, déjà. Ouais, oui, c'est vrai. Il y a Wiki l'ourson, et je pense que c'est Eridan, qui nous dit que justement ça l'humanise trop. Je sais pas si ça l'humanise en fait. Ça. Ah non, pour moi ça l'humanise pas. Hein. Éventuellement ça le ramène à un truc un peu plus sectaire. Oui, puis justement le fait qu'il soit un peu humanisé, est-ce que c'est pas pire en fait? Que ce soit finalement un être humain et pas juste un méchant lambda en fait. Il est pas tout seul dans son délire en fait, et c'est ça qui le rend, je trouve, un peu plus. Ouais, c'est vrai que ça le rend encore plus. Voilà. Mais il est pas tout dans les livres non plus, il est pas tout seul dans son délire, il a ses gars du bâtard. Hein. Mais c'est ça qui rend le truc assez fou parce que c'est pas juste un psychopathe. Là, t'as le côté un peu plus gourou qui. Monson en fait, un côté Monson avec le mec bien crado et les gens qui le suivent en fait, ses followers. Bon, sinon depuis on est passé sur la main de Jaime, sur les histoires de main de Jaime Lannister. Et, pour la petite histoire, sachez que Nicolas Coster-Waldau, l'acteur, était hyper content de enfin pouvoir revêtir la main d'or parce que dans les saisons d'avant, du coup, il devait faire des heures et des heures et des heures au maquillage pour faire des prothèses, pour faire un faux moignon. Et a priori, c'était atroce. Et donc du coup, quand il a récupéré sa main qui d'ailleurs est en plus inspirée des costumes de Cersei. En fait, comme dans l'histoire, c'est Cersei qui l'a commandité, du coup les costumiers ont repris du design de l'armure, du costume armure de Cersei. Ça rejoint le même dessin. Les costumes qui sont quand même bien de bout en bout dans la série, quoi. Ouais. Par contre, on peut cocher la case Jaime fait un truc classe parce qu'il était à l'écran. Exactement. Voilà, il fait un truc classe. Et donc là, il va aller s'entraîner avec Bronn. On a les débuts de la future bromance à Dorne. Alors ça, c'est la fin qui part en suicide complet. Mais je trouve ça pas mal d'avoir remplacé Bronn d'avoir mis Bronn à la place. Justement parce que on aurait eu un muet, ça aurait été assez long en fait, et totalement inutile. Et ils ont remplacé par un personnage qui était assez aimé des fans, et c'est un moment d'adaptation que je trouve pour une fois pas mauvais.
Ouais, d'avoir et surtout adapté que par faut Bron. noter que l'acteur qui jouait Eileen Payne, en fait, il est parti du casting à la fin de la saison 2 parce qu'il avait un cancer. Oui, voilà, il était Et malade. depuis, il est décédé. Donc, de toute façon, par la force des choses, plutôt que de remplacer, de faire un nouveau Eileen Payne, effectivement, prendre un personnage qui aimait des fans et faire des scènes un peu classe de tchatch entre Bron Ils auraient et pu le Jamie. remplacer Parce en que fait. Et la montagne a été remplacée 2 fois. Enfin, il y a eu 3 personnages donc remplacés 2 fois. Et c'est ouais, mais tu possible en vois, fait de le remplacer des côté, personnages, le mais là c'est une bonne idée, respect, je trouve, de permettre ouais. au moins de parler, de voir. Ça permet à Jaime de s'exprimer, de dire à quel point il se sent nul en fait à l'épée, quoi. Et c'est un truc qu'on ne voit que dans ses points de vue dans les livres, mais qui est très bien rendu par les dialogues. Ouais. Ouais, puis je trouve que quand même en termes de respect pour l'acteur Oui, qui aussi. du coup C'est vrai que ça était aurait été malade, c'est vrai. enfin bon, je trouve qu'au final, oui, ils auraient pu le remplacer, mais Ça aurait été c'est un choix particulier, oui. que je trouve plus humain et qui est aussi assez honorable, quoi. On voit enfin Walda. Là. On rentre à Fort-Terreur et on voit qu'en fait niveau décor c'est beaucoup de peau en fait. Il y a beaucoup de peau d'animaux sur les. Oui, ils ce ont joué côté. vachement là-dessus. Il y a plein de peaux, il y a plein de peaux de lapins qui traînent un peu partout et qui. Alors, c'est la première maman Oui. enfin, belle maman, mais quand même bonne fête des mères. Hein. Ouais. Je vais te tuer, connasse. Surtout, là je sais pas s'il sait encore qu'elle est enceinte, mais dès qu'il sait qu'elle est enceinte, il n'a qu'une seule envie, c'est de la tuer. Ouais. Parce que Ramsay était quelqu'un de fortement agréable. Hein. Non, très peu. Mais l'acteur est tellement bon, avec ses mimiques. Oui, il est à côté de débonnaire et en même temps flippant. Parce qu'Alan nous dit non, ça arrive après. Effectivement, il sait pas encore. Et donc là, on va rentrer dans la dynamique Ramsay-Roose. Roose qui est un personnage quand même qui est assez marquant, même dans les livres, je sais pas vous, mais moi c'est un personnage qui m'a... Un peu dans le style Ron Greyjoy, alors différent, mais sur l'impact qu'il a sur le lecteur, je trouve ce côté froid et... Bon, j'espère que Babar m'écoute pas, mais... Mais c'est assez rare des personnages qui n'ont aucune empathie. C'est ça. Et qui, cette froideur est quand même terrifiante. Quoi. Ultra calculateur. Et ça m'est d'autant plus dommage comment dans la série il est traité à la fin, en fait. Enfin, à la fin. À sa fin. La série, il a un peu gâché la fin du personnage, voilà. je trouve. Ouais. Parce que bon, c'est ce qu'on disait, je pense, dans l'épisode, c'est... Un personnage, on ne sait plus quoi faire, il le tue forcément, en fait. Et c'est ce qui arrive à Roose, en fait. Plus d'utilité, donc on le tue. Dans une mort qui apporte pas grand chose, alors que l'acteur est génial. L'acteur a vraiment Enfin, pour moi, maintenant, quand je relis des scènes avec Roose Bolton, je vois l'acteur, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il est très très bien. Un peu comme Tywin Lannister. C'est le genre d'acteur qui marque. Non, mais dans l'ensemble, ils ont quand même pas pris des mauvais acteurs. Et puis là, en fait, dans cet épisode précis, on a quand même plutôt, on voit plutôt le haut du panier. On voit pas Daenerys et on voit pas Jon Snow, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce que tu allais dire. C'est cadeau. Le haut du panier. Vas-y, avoue-le. Ouais. Kit Harington, quoi. Ouais. Parlons pas de lui, il est pas là, quand même, pas l'accabler. Bon, c'est vrai que ça pourrait être une case du bingo, ça. Un Twitcher dit du mal de Kit Harington. Trop facile. Alors, il y a des scènes où Ramsay se fait raser par Rick. Et c'est un peu en écho de la première scène qu'on voit dans l'épisode 2, quand le roi arrive à Winterfell, et où il y a toute une scène où tous les garçons Stark, plus du coup Ramsay, Theon, sont en train de se faire raser les uns après les autres. Et là, c'est complètement l'opposé. Et c'est là où il apprend effectivement que Robb Stark est mort finalement, de façon extrêmement froide. Et c'est vraiment la démonstration de l'horreur, quoi. C'est regarde papa, j'ai réussi à en faire ma créature. Il a une lame dans la main et je lui annonce qu'on a tué son meilleur ami et il va pas broncher. C'est vraiment montrer à quel point on a détruit Théon. L'ascendant qu'il a sur Théon, en fait,
Et alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que a priori, même l'acteur avait un certain ascendant sur Alfie Allen. Alfie Allen disait qu'il n'arrivait pas à aller boire des bières tranquilles avec Iwan Ryan. Il avait limite peur de lui en fait, parce qu'il jouait des scènes tellement atroces tout le temps avec lui que du coup il y avait une relation de dominance même dans leur rapport dans la vraie vie. Pourtant, je crois qu'ils sont devenus assez amis. Alors peut-être que c'est après coup qu'ils sont devenus très amis. Ouais. Bah, enfin, et même, je pense Ça crée des liens. Ça crée des liens. Ça crée des c'est ça, hein. Mais, Tu te souviens quand tu m'as torturé? Ah, c'était le bon temps. la scène de la saucisse. C'est le moment où Elvio a basculé dans l'ironie de lui-même, quoi. Ouais, oui, un peu. C'était pas bon. Ouais, parce qu'il y a quand même un côté caricature quand même. Complètement. Ouais. Sinon, il y a quand même une révélation importante aussi dans ce épisode, c'est quand même que les enfants Stark sont vivants et que Theon ne les a pas tués. Ça va bientôt nous... Bon, c'est beaucoup plus tard, mais ils finiront par choper le petit Rickon. Oui, pour un retour à l'écran, on aurait pu se passer d'ailleurs. Parce que, très réussi. Un peu qui viennent de nulle part en fait quand même. Le retour des Rickon, c'était fait de façon faut qu'on trouve une scène dramatique. Qui est-ce qu'on peut utiliser pour faire une scène dramatique? Rickon il sert à rien pour aller. Voilà. Ouais, Zigzag. À partir du moment où ils savent que Rickon et Bran sont vivants, en tout cas qu'ils les cherchent, reste quand même assez crédible, et heureusement qu'à un moment ils finissent par les trouver, sinon ce serait bizarre quoi. Enfin, on en revient sur le problème d'adaptation d'avoir gardé Rickon jusqu'au bout. Ouais. Ouais, donc là on arrive enfin à Port-Réal qui est quand même le cœur de l'épisode. Ouais. Avec Varys. Et donc toute l'histoire autour de Shae, on sait plus trop bien quoi faire, où Tyrion est quand même bien embêté avec Shae. Qu'est-ce qu'on fait de Shae? Comment se débarrasser d'elle sans lui... Enfin, on va pas spoiler la scène qui vient juste après, mais... Et c'est là où le rôle de Varys en fait est assez ambigu, parce que on sait dans les livres qu'il est complètement désintéressé de tout ça et qu'il ne fait que jouer un rôle. Et dans la série, c'est jamais très clair s'il s'intéresse vraiment à son bien-être en fait. Parce qu'il a un côté assez protecteur du peuple en général, de Shae en particulier, qui est pas aussi évident dans les livres. C'est une sacrée coupe. Ouais. Mace, un grand personnage. Alors, j'attire votre attention sur la couronne de Joffrey. Vous verrez qu'il y a des roses qui commencent à enserrer les bois du cerf sur la couronne. C'est la couronne du mariage. Et donc, du coup, c'est fait exprès pour montrer que la rose Tyrell prend petit à petit l'ascendant sur le Lannister, enfin, Baratheon. Lannister. Et donc, du coup, on voit les roses qui commencent à enserrer le cerf. Là aussi, c'est des micro-détails de costume, mais qui en fait, tu les vois même pas, tu sais pas, et tu dis ah ouais. En gros, c'est des bourgeons. C'est les bourgeons de rose qu'on voit sur dessus. Ouais. Cette scène dans les livres, et aussi dans la série, quand il détruit le livre à coups d'épée, je crois que c'est une des scènes qu'il... Je dis mais non, ne fais pas ça en fait, espèce d'abruti. On sait pas encore qui va mourir. Mais je sais pas si c'est dit dans la série, mais on dit qu'il y a 4 exemplaires de ce livre-là, donc il est en train de détruire littéralement un truc assez unique. Ça démontre à quel point il est bête, quoi. C'est vraiment... Mais arrête, non. Le kéké absolu. Non, mais attendez, ça rend sa mort moins douloureuse, je pense. On détruit pas des livres gratuitement. Alors, pour la petite histoire, donc là, le livre, c'est la vie des 4 rois, qui est en fait inspiré de la vie des 12 Césars, écrit par Sueton, et qui est dans Babar El Sretri, si on ne donnait pas la référence. Donc, du coup, c'est une des inspirations de George Martin. C'est un petit clin d'œil à Sueton, parce qu'il aimait beaucoup Sueton, qui considérait comme la commère de l'époque romaine. Et donc voilà.
Du coup, il a inséré un livre miroir dans sa saga. Ah, il a quelques petites références. Pardon pour ça. On me dit quel crétin. Oui, bah oui, complètement. Ah oui. Oui, mais voilà, c'était plus longtemps, ça. Et la gêne de Sansa, toujours. Pauvre petite Sansa. Enfin, grande Sansa. Sansa, mais qui se retrouve quand même baladée. Le regard caméra sur Tyrion. Ouais, avec le rideau qui passe devant, le plan est assez sympa. Et toute cette scène-là est assez difficile, quoi. Et c'est là où on est encore dans l'ambiguïté de la relation entre Shae et Tyrion, qui est, on sait tout, enfin, à quel point c'est de l'opportunisme de Shae, à quel point c'est de l'amour. C'est toujours une vraie question. Est-ce qu'elle joue la comédie ? Est-ce qu'elle l'aime bien, mais qu'elle en fait des tonnes parce que bah voilà, c'est sa subsistance. Ou on disait dans le chat justement, dans la série, il y a Shae qui semble aimer Tyrion. Dans la série, elle semble l'aimer. Mais bon, elle va quand même le trahir. Hein. Et on voit pas dans la série le moment où Cersei fait pression sur elle pour la trahir au niveau du procès. Du coup, c'est jamais très clair, en fait. Le moment. C'est quand même le moment qui peut être interprété comme le moment de bascule dans leur relation, où elle se dit vas-y, c'est bon, je le trahis. Lui, il veut plus de moi. Donc il y a peut-être. Cette scène-là, elle est aussi peut-être là pour expliquer sa bascule plus future. C'est ça. Mais il y a une ambiguïté qui est laissée, et je trouve que pour une fois, tout n'est pas expliqué, et c'est pas si mal. C'est une rare fois où la série laisse un peu d'ambiguïté pour le spectateur, au lieu de vouloir absolument tout expliquer en mettant des gros plans pour bien expliquer tout, et surtout est-ce que vous avez bien compris. Là, c'est un peu plus flou et c'est pas si mal en fait. Mmh. Et Peter Dinklage est tellement bon dans son jeu, le dilemme qu'il a, la terreur de son père et de ce qui est arrivé à Tisha avant, et du coup, allez, t'es qu'une pute, vas-y, va-t'en, je veux plus te voir. Va-t'en pour te sauver, en fait. C'est tellement. Tu peux pas trop lui dire, c'est compliqué. Mais c'est pour ça que cette scène-là, elle est vraiment très bien foutue. Où il essaye quand même de la sauver parce que finalement il l'envoie à Pentos où elle aura. Pour qu'elle ait une belle vie, qu'elle ait une petite maison. Mais bon, n'empêche que elle finit dans le lit de Tywin. Donc, cette ambiguïté de leur relation, elle est toujours. Moi, en tant que grande romantique, j'ai quand même envie de dire que elle l'aimait au moins un peu. Mais j'arrive pas à savoir. Même encore plus dans les livres que dans la série, je me suis toujours pas fait une religion absolue sur les sentiments de Shae envers Tyrion. Il y a quelque chose de vachement moins délicat, c'est quand on fait brûler sa belle famille. Ouais. Et si vous avez problème avec le dimanche, les repas de belle famille, faites brûler tout le monde. Voilà. C'est vrai que le beau-frère au barbecue, ça résout tous les problèmes. Pas pour le dimanche, hein, c'est un délire. Non, mais c'est un bon cadeau de fête des mères pour Célise. Voilà, on peut voir ça comme ça. Célise qui est d'ailleurs complètement fanatisée. Alors dans les livres, elle est déjà bien atteinte, mais alors dans la série, elle est possédée par tout ça, quoi. Elle ne vit plus que pour la foi qu'elle a en R'hllor. Il y a toujours le doute, on parle encore de doute, mais sur Stannis, ce qu'il pense réellement de la religion en fait. Est-ce que c'est pareil un opportunisme ou est-ce que c'est qu'il y croit mais à sa façon en fait? Moi je pense qu'il y croit pas et que c'est un outil. Moi aussi, dans la série c'est pas assez évident, mais je pense que c'est vraiment pas un opportuniste et il se sert de cette foi pour contrôler le peuple en fait. Ouais. Ouais, moi je suis assez d'accord. Je pense que c'est vraiment de l'opportunisme complet et qu'il est très agnostique. Il sait très bien que son épée n'est pas illumination et qu'elle n'a pas de pouvoir magique, mais ça fait son effet sur tous ses soldats. Après, il sait aussi qu'il s'est passé des trucs chelous avec la mort de Renly. Et même si pour lui, c'est pas lui qui a tué Renly à ses yeux, il sait qu'il y a quand même eu des trucs. Oui, que la mort n'est pas naturelle, quoi. Ça,
c'est sûr qu'il Voilà. le sait. Ouais, il, mais sait ça- il sait que Mélisandre a des pouvoirs. Enfin, Après, il le savait très bien, dans le sens où enfin, la scène où il couche avec Mélisandre et après qu'il y a le bébé. Bébé ombre, il le sait, enfin il sait ce qu'il fait et il sait quel but ça aura en fait. Hein. Alors dans le livre, Dans le livre, pas c'est tant pas que si ça. évident. Non, pas dans le livre. Hein, Pas dans le livre. Non. Dans le livre, il réfute toujours la mort de Renly. Il a toujours. Oui, il- dans le livre. Voilà, il le prend pas pour lui, alors que dans la série, c'est assez clair. C'est Il sait plus au moins ouais. à quoi ça va servir. Mm. Et Kevin qui me dit qu'il Ah, prend oui. l'aspect magique, il peut forcément en roller. C'est peut-être ça. Il sait qu'il y a un peu de magie, mais les dieux, c'est pas son truc de toute façon. Donc, Et donc là maintenant, on a le super dîner, le dîner de la fête des mères où Célise nous parle de son amour pour sa fille. C'est beau. Ah, faut la battre. Tabasser son enfant, ça résout tous les problèmes. Oui, C'est beau. Non mais ils ont quand même vraiment gratiné le personnage de Célise. Hein. Elle est très, très, très fanatique. Et elle est prête à absolument tout. Là, en fait, c'est déjà le début de ce qui va se passer pour Florian après. Ouais, et du coup, on commence à avoir peur pour la petite princesse, quoi. Et elle est tellement mignonne. L'actrice, c'est vraiment, elle a un petit truc, quoi. Elle est vraiment choupie, quoi. C'est pas facile, hein, les enfants acteurs. Moi, souvent, je me dis, oh là, mais qu'est-ce qui est pénible. Là. Et franchement, elle est vraiment juste choupie, quoi. Et surtout qu'il y a beaucoup d'enfants acteurs, en fait, dans la série. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'enfants. Et ils sont bons. Ils sont bons, les enfants acteurs Ils qu'ils sont ont. bons, mais elle, alors je sais pas si c'est le costume, le jeu, les dialogues, mais ils ont réussi à lui donner ce côté un peu innocent et perdu au milieu d'un énorme océan de guerre, de trahison, de tout ce qu'on veut. Et ils lui ont donné quand même ce côté assez sympa, mais assez naturel en fait. Innocent. Un enfant perdu qui aurait juste aimé être tranquillement dans sa vie et pas être la fille d'un roi déchu. Elle est innocente, mais elle est très, très consciente de ce qui se passe en fait. Oui. Ouais, elle a beaucoup de profondeur aussi. Voilà. Enfin, c'est vrai que. Mais t'as qu'une envie, c'est de lui faire des câlins, quoi. T'as Ouais. envie, t'as envie de lui dire, mais Mélisandre ne la touche pas, quoi. Arrête, sortez cette petite fille et faites-lui des câlins, quoi. Surtout que c'est beaucoup plus marqué dans le bouquin, niveau description, mais là, ce qu'on voit en scène, ce qu'elle a, enfin, c'est relativement léger. Enfin bon, c'est pas joli, mais c'est que la moitié, c'est léger comme stigmate quand même. Les proses sont Largement vachement pire. plus beaux que dans le. Ouais. Donc là, on a une scène de chasse, un peu façon film d'horreur aussi, un peu. Allez. Bon, alors en tant que végétarienne, j'aime pas cette scène. Sachez. Voilà. Hein, C'est un loup qui mange. Il n'a pas le choix, le pauvre. Il n'a pas le choix de toute façon, comme va lui dire Jogène dans 2 minutes. C'est pas. Enfin, Bran ne mange pas quand Été mange. Ouais. Il pourrait partager quand même, il pourrait ramener une partie pour. Après, on sait pas trop en fait où elle était. Mais c'est une des rares fois, je crois, on voit les rêves de loup directement à l'écran. Ouais. C'est évoqué assez souvent, mais c'est rarement dit, enfin rarement montré. Donc l'acteur de Joshen qui est super dans le jeu de la dame. J'ai pas vu la série, Oui. mais Le jeu de la dame, il est vraiment cool. Bon, alors après, le chapeau de cow-boy de Jogène dans le jeu de la dame, c'est un peu bizarre. Mais ouais, j'ai bien aimé cette série. Et là, c'est le début de la fin niveau physique pour le pauvre Bran qui était si choupi avant, mais là, ça y est, l'adolescence commence. L'adolescence et les cheveux longs, ça lui ira pas hein, pour la suite. C'est Ouais. gratuit, les attaques sur le physique, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ouais, c'est gratuit. Bah écoute, hein, voilà. Alors dans le Ça, genre il gratuit, il y a réussira. Kevin qui nous dit Joshen peut se proposer que pour le repas. Ça aussi, c'est gratuit, ça fait plaisir. Pas encore, c'est plus tard. Ça. C'est plus tard. Soyons patients. Mais c'est vrai que ouais, mais dans l'ensemble, il joue assez bien. C'est l'acteur qui joue Jogène. Et alors le mec, en fait, c'est un truc de malade. Il a juste pas changé de tête depuis qu'il est petit. Et en fait, il est vachement vieux, quoi.
Je sais pas si vous vous rappelez, dans Love Actually, c'était déjà lui, hein, et il avait... il est censé avoir l'âge qu'il a à l'écran là, et c'était 10 ans avant, quoi. Il a le syndrome Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, ou Sheldon, enfin, c'est ces acteurs qui vieillissent jamais, en fait. Hein. C'est ça, c'est hallucinant. Ou Paul Rudd aussi. Paul Rudd, il vieillit pas, c'est un truc de fou. Il y a une question qui est posée, c'est pourquoi la Corneille mène toujours au crypte. Bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Parce qu'il y a toute la symbolique du Baral avec été, le fait que Bran soit un clairvoyant et qu'il soit connecté à la fois au Baral et à été, parce que... Non, puis c'est vrai que les cryptes... Ça finit systématiquement dans les cryptes. Parce qu'il y a quand même, dans les cryptes, il y a le fameux secret de Lyanna et Jon. Puis pour l'ambiance gothique, en fait. Gothique, corbeau... Je pense qu'il y a aussi le côté des os, en fait, la mémoire dans les os est assez présente dans les livres. Alors dans la série un peu moins, mais c'est quand même très souvent dit que c'est les os qui portent la mémoire. Quand on enterre les os au pied des barrales, etc., c'était... Et là on voit un foreshadowing de... Ouais. Deux. On en voit même deux. On voit le dragon sur Port-Réal. Et le trône avec les murs détruits. Ouais. Donc, alors, mais à ce moment-là, on pouvait comprendre que c'était l'hiver qui était arrivé. Et non pas que c'était une pluie de cendres. Mais il y a eu beaucoup de théories sur ça. Trop d'ailleurs. Un plan H sur Port-Réal, ça rentre pas quelque part, ça? Et voilà. Retour à Port-Réal avec le mariage. Magnifique église quand même. Et magnifique robe. Alors la robe toutes les robes qu'elle a globalement, elle a que des robes de manière générale, ouais. Mais alors celle-là, faut savoir quand même que les petites roses là qui sont sur sa traîne, elles ont toutes été brodées à la main en soie. Elles sont et alors il y a quand même une vraie symbolique des épines et du décolleté. Ils ont fait vraiment en sorte que les robes de Marjorie soient complètement à l'opposé des robes de Cersei. Cersei dans ses robes qui deviennent de plus en plus des armures et qui en tout cas ne montrent pas sa féminité, quand la féminité de Marjorie est complètement une arme qu'elle utilise. Et du coup ils l'ont retranscrit au travers de la dualité des costumes, des robes. Presque s'en veut d'être une femme en fait, parce que se dit si j'avais été un homme comme je suis né avant Jaime, ce serait moi l'héritière. Et vous noterez que du coup, Sansa, maintenant, elle a des décolletés. Et en fait, petit à petit, elle s'est mise à la mode Tyrell. Et en fait, il y a des effets de mode dans les personnages autour. Au début de la série, on a le style Cersei qui est dans la plupart des costumes des figurants, et petit à petit c'est le style Tyrell qui prend le dessus dans les costumes. Et c'est aussi pour montrer l'ampleur que prend Marjorie à la cour. Alors, c'est comme la rencontre des deux intrigants, quoi. Ah ouais, c'est tellement bien. Olenna et allez, Maz. Et les deux sont tellement bons acteurs. Et Mace qui se fait revirer. Non, pas maintenant. Toi, tu sers à rien. Dégage. C'est deux excellents acteurs qui jouent deux personnages extraordinaires. Donc, ça pouvait donner une bonne scène, quoi. A priori, les showrunners étaient terrifiés par Olenna, enfin par l'actrice. Par Diana Rigg. Globalement, elle faisait tout ce qu'elle voulait, quoi. Elle pouvait faire des colères de tout. Enfin bon, ils étaient complètement c'est très connu qui a du poids, je pense. C'est ça, eux qui étaient plutôt des réalisateurs qui étaient quand même plutôt débutants, qui ont commencé par Game of Thrones, ils avaient absolument pas le courage d'aller lui dire ah non, tu fais autre chose. Hein. C'était elle qui faisait tout ce qu'elle voulait et hop. On me dit que Cersei est très misogyne, c'est pas faux, c'est pas totalement faux. Elle a un côté très. Elle peut être la seule. Sansa est lisible par ses costumes, c'est vrai aussi. Et les costumes de Sansa disent beaucoup de choses en fait. Les costumes en général, mais Sansa bouge beaucoup de costumes et du coup ça dit pas mal de choses. Et là, on va arriver avec les Dorniens.
Ah, frontal. Puis On dirait le une petit débarque. vent que Tyrion a eu. Le costume d'Elaria dit aussi beaucoup. Oui, ah, beaucoup. Il laisse peu de place à l'imagination. Et donc voilà, toujours les roses qui enserrent le cerf. Et alors là, ça y est, c'est le collier. C'est la scène du... hop, et paf, je prends une perle. Regardez, il n'y a plus de perles. C'est une scène, moi, j'avais déjà lu les livres du coup à ce moment-là, et tout l'épisode, je regardais à quel moment il allait perdre une perle au collier de Sansa quand même. Ouais. Tout l'épisode, c'est de savoir à quel moment. Alors en fait, le collier de Sansa, c'est quasiment le même que celui de Marjorie. Et donc du coup déjà ça donne un lien sur qui a commandité parce que c'est les mêmes designs et voilà. Et pour la petite histoire, les perles ont été imprimées en 3D. Ils étaient très fiers de leur impression 3D. C'était le début de l'impression 3D quand même. Maintenant ça te paraît évident, mais Bah ouais, la ça, à série l'époque. commence à vieillir un peu, donc c'est pas si évident que ça au moment où ça sort. C'est vrai qu'on nous dit que c'est la version émo des plis de Castamere, je suis assez d'accord, c'est quand même la version chiante des plis de Castamere. Lente. Ouais, ils méritent un peu leur leurs fruits à la gueule. Pour ce qui est des lions, on voit plus les lions que les cerfs, mais ça fait longtemps qu'on voit plus de rouge que de jaune quand même. Ah ça. C'est longtemps qu'il y a eu ça. Cassez-vous, oui c'est ça, merci Anton. Mais le mariage, je trouve, pour le coup, rend moins spectaculaire, parce que dans les livres, il est en intérieur, et ça donne l'impression d'un énorme banquet préparé sur 77 plats, etc. Là, ça fait un peu plus cheap comme mariage. Alors, je sais pas si c'est un problème de budget ou autre. Mais c'est vrai que ça fait moins. Mais et pourtant ils ont ils ont a priori beaucoup travaillé sur les couleurs. Ils ont essayé de créer de l'abondance en créant des aliments qui ont des couleurs différentes et ils ont beaucoup joué sur ça. Mais effectivement, ça demande du budget tout ça et je pense que au final. Oberyn encore. Putain. Et Loras. C'est un peu le grand rassemblement de tous les personnages et tous les petits clins d'œil, toutes les rencontres que tu as envie de voir et toutes les petites piques qui se font les uns aux autres. Ça a quand même un petit côté jouissif ce mariage là, entre toutes les interactions. Bah, cette mariage, oui, mais surtout que c'est des personnages qui se reverront quasiment jamais après en fait. Bah ouais. Tu vas mourir. Voilà. On peut le faire aussi. Hein, Alors là, on peut le faire pour absolument la moitié des personnages qui sont présents. Oui, c'est sûr. Oui, ça aurait été plusieurs tournants intérieurs, peut-être que ça aurait été plusieurs tournants intérieurs, mais ça donne un côté plus facile de donner un côté d'abondance en intérieur que là en extérieur. Faire un mariage en extérieur, c'est difficile de montrer beaucoup de personnages en fait. Alors a priori, il faisait très mauvais ce jour-là et la plupart de la lumière, c'est de la lumière, c'est de la lumière artificielle. Ah, c'est les gris, oui. Et pourtant, on a quand même l'impression qu'il fait beau, quoi. Oui, c'est la magie. Hein. La magie du cinéma. Comment on dit. Et le clash Cersei et Brienne. Qui est complètement gratuit en plus, parce qu'elle lui a rien fait, elle la connaît pas, c'est... Ah bah elle est proche de Jaime, ça suffit. Voilà, ouais, totalement. On voit bien après quand elle lui parle en direct en fait. Alors que c'est vrai qu'on l'oublie, mais effectivement, Brienne et Marjorie, elles se sont côtoyées. Et beaucoup. Parce que c'est pas mal à la cour de Loras, quoi. Bah ouais. Et du coup, moi j'ai bien aimé le fait, le petit. Enfin, ça rend aussi Marjorie un peu humaine. Enfin, côté regarde, oui, je me rappelle bien de toi et tout. Bah, c'est totalement dans le personnage de Marjorie, quoi. Ils sont bien fermés par tout le monde, ils sont très gentils. Avec Jaime qui lance des petits regards discrètement. Ouais. Parce qu'on sait que Marjorie a des mauvais côtés, mais que ce soit un bouquin ou en série, on les voit pas. On sait qu'ils sont là, on sait qu'il y a quelques actrices, comme sa grand-mère, là par exemple, mais on
on la voit comme gentille parce qu'elle est en comparaison de Cersei, en fait, qui passe son temps à être méchante. En fait. On le voit encore là avec le coup de Marjorie qui propose de donner les restes à tout le monde. Pour bien, évidemment, le but c'est de bien se faire voir. C'est pas vraiment être gentil, c'est juste de bien se faire voir. Il y en a une qui est plus fine que l'autre, effectivement. Parce que voilà. Marjorie, c'est la même que Cersei, en plus fine et en plus subtile, quoi. Mais dans la série, c'est quand même beaucoup plus clair que Marjorie est une calculatrice. Dans les livres, elle est toute jeune et en fait, on peut se poser la question de savoir si elle est vraiment pas juste l'outil de sa famille et si elle-même n'est pas juste une gentille idiote, un peu comme Sansa aurait pu l'être dans des circonstances similaires. Ouais. Et c'est difficile dans les livres de savoir si elle-même est calculatrice ou pas. Alors que dans la série, déjà ils l'ont faite beaucoup plus vieille, ils l'ont faite beaucoup plus sexualisée, c'est-à-dire avec ses décolletés et compagnie. Oui. Nathalie Dormer, on peut clairement pas. C'est pas une jeune fille qui débarque de nulle part, quoi. Voilà. Et l'innocence n'est pas là. En fait, l'innocence de la Marjorie des livres, c'est pas la même, quoi. Du coup, clairement, elle fait beaucoup plus calculatrice et on sent qu'elle utilise sa féminité comme une arme, ce que ne fait pas celle des livres. Alors, il y a plusieurs choses dans le chat qui arrivent. Une fois qu'on a vu Paisel être un gros dégueulasse quand même, parce que c'est le cas. On me dit, est-ce qu'elles ont discuté dans le premier épisode Brienne et Marjorie? Il me semble pas. Mais je crois pas, moi j'aurais dit non. Je crois que c'est après qu'elles se mettent à discuter plus et c'est plus des clashs que des discussions. Pauvre Dontos. Alors pendant le clash, là, on va en avoir un beau. Bah, c'est Cersei qui se prend pour son père, quoi. Ouais. Et alors ça, faut savoir quand même que du coup, l'acteur, c'est une des premières scènes qu'il a tournées et il était terrifié. Il a l'idée de jouer face à Charles Dance. Et quand même, il s'en sort vachement bien, quoi. Il a quand même toujours le charisme et tout. Enfin, Pedro Pascal, il a un truc en plus, quoi. Il a un petit charme, un petit. Et en fait, c'est un de ces personnages qui arrive vraiment juste pour quelques épisodes et on l'oublie pas, quoi. Et je pense que c'est pas facile pour un acteur d'habiter un rôle pareil. Et du coup, c'est du météorite, quoi. Peu de temps, mais très visible. Et il passe et il s'écrase, mais. Bon, c'est quand même aussi le mec qui arrive à tenir un personnage sans parler avec un masque sur la gueule depuis 2 saisons aussi. Hein, Il y a toute cette discussion avec Cersei qui sous-entend que l'autre n'est qu'une épouse de seconde zone, limite une prostituée, et qui lui répond mais non, mais nous. Et il y a les femmes qu'on aime, on les compte pour de vrai, pas comme vous. Et puis tous les sous-entendus sur la mort d'Elia, quoi. Voilà, tous les sous-entendus sont terribles dans cette discussion. Ah ouais, tout est en sous-texte, c'est beau, quoi. Le dialogue, il est quand même très bien fichu. George, il a fait du bon boulot là-dessus. Voilà. Pour la petite histoire, j'ai un copain qui est le sosie de Pedro Pascal. Je vous dis ça comme ça. Ah. T'as son numéro, non? Ça se connaîtra. Attends, il y a mon mari qui regarde. Chut. Et là, c'est le malaise. Gros malaise, mais pour tout le monde. Mais pour tout le monde. On va le voir, la tête de tout le monde. Mais même pour le coup, dans les livres, c'est pareil, cette scène, elle est malaisante. Ouais. C'est vraiment... Oui, puis elle est vraiment, dans les livres comme dans la série, ça a un seul objectif, avant tout, c'est faire mal à Tyrion, quoi. C'est pas amuser la foule, hein. Ça, il y aurait 1000 façons de le faire. Tyrion, c'est que ça va mal finir. D'être incarné par un nain, c'est incroyable. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est assez... Après, c'est surtout pour faire... Je pense qu'il le supporte pour faire mal à son oncle avant tout, quoi. Et puis les tacles à Renly, hop devant Loras. Il y a tout. D'ailleurs, il y a de la gêne et du malaise. Ouais.
Et ces jeux de regard qui sont quand même excellents, du coup. D'ailleurs, c'est le cheval de Stannis, c'est Mélisandre, mais le cheval de Renly, c'est pas Loras? C'est très possible. Ouais. Parce que c'est quand même vachement dégueulasse, quand même. Ah ouais, non, mais c'est la... Non, mais elle est... C'est du... Toute la C'est scène quand est même très le gênante, frère et d'ailleurs, de sa fille. Sa femme. Quoi. on se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'applaudissements autour, en fait. Ouais, Je sais pas même si son propre frère. C'est l'impression que j'ai, mais il y a beaucoup moins de tables qui applaudissent que sur les animations juste avant, en fait. C'est vrai qu'on voit pas Sol, du coup, sur son cochon. Effectivement, on ne voit pas Sol et ça préfigure le fait que, a priori, toute l'histoire de Sol passe à la trappe. Oui, bah après, voilà, c'est des choix à faire et pourquoi pas, en fait. Mais c'est ça, oui, c'est pas forcément le personnage le plus essentiel de la série. Pour une fois qu'il y a des choix d'adaptation forts qui sont faits, on va peut-être pas leur en vouloir. Je garde Rickon en travers de la gorge. Pourquoi avoir regardé Rickon jusqu'au bout? Ça ne passe pas. Mais pourquoi? Parce que George Martin l'avait demandé. Parce que George Martin l'avait demandé, mais ils n'ont pas osé dire. Non, et effectivement, non, ou c'est surtout qu'ils pensaient qu'ils auraient un livre à ce moment-là. Aussi. Dans lequel George Martin l'a demandé parce qu'il leur a dit que Rickon allait faire quelque chose. Donc du coup, j'imagine quand même que s'ils l'ont gardé, c'est parce qu'ils imaginaient qu'ils auraient un livre sur lequel baser leur storyline de Rickon. Ils auraient pu en inventer une. Ils auraient pu en inventer une. Bon. Voilà, on va pas refaire l'histoire, mais c'était compliqué pour eux aussi. C'est comme dit, tous les persos cool qui apprécient pas la scène, bah en fait c'est ça, c'est... Les personnages lambda applaudissent, et puis les persos cool aiment pas du tout la scène qu'ils sont en train de voir. C'est vraiment la gêne absolue, quoi. La scène, elle est... Mais ça représente bien Geoffrey, en fait. C'est-à-dire que Geoffrey très prétentieux, très arrogant, qui veut juste mettre mal à l'aise son oncle parce qu'il l'aime pas, mais peu importe. Enfin, la classe et la bienséance, c'est pas son truc, quoi. Voilà. Ça résume bien Geoffrey, ouais. La classe et la bienséance, on oublie. Et du coup, c'est assez impressionnant aussi la façon dont du coup Tyrion répond avec beaucoup de grâce et de politesse et en fait l'insulte est là dans le fait que justement il rentre pas dans son jeu. Et c'est hyper drôle à voir ce jeu entre Tyrion et Geoffrey. Voilà, tout ce qu'il lui dit, je sais comment un roi gagne son trône, etc. Enfin, en fait, il lui fait effectivement un extraordinaire message que Geoffrey comprend pas du tout. Et il le prend comme une insulte. Il s'énerve, et c'est drôle, quoi. Enfin, ça montre à quel point il est bête, mais... On lui dit dommage que qu'on n'ait pas eu de Geoffrey à un congrès international. Bon, on la garde pour pas partie, mais j'allais dire Donald Trump, quoi. Dans le même genre. Au moins, Geoffrey a pas les cheveux orange, tu vois. C'est ça. Je me demande qu'est-ce que pense Tywin là de ce qui se passe en fait, parce que. Tywin a déjà dit en fait que si tu dois dire je suis le roi, c'est que t'es plus vraiment le roi. Ouais. Et Marjorie qui essaye de sauver le truc. C'est gentil, ouais. C'est beau. Je vais sauver les meubles. On nous dit quand est-ce qu'Olenna verse le poison, j'arrive pas à le voir. Alors je sais pas si alors, on le voit. Moi je l'ai pas vu. Pour moi je le vois pas. Elle prend la perle au collier de perle. Mais je crois qu'on voit pas quand est-ce qu'elle verse le poison. C'est vrai qu'on voit là les jeux de verre. On est tous hyper attentifs à attends, est-ce que c'est là qu'il va prendre son verre, hein? Et moi j'avoue je sais pas trop. Je pense pas qu'on le voit effectivement en fait. Parce que elle est assise, à un moment on voit bien qu'elle est assise juste à côté du verre qui a été pris. Mais c'est jamais montré effectivement parce que l'explication on l'a un peu plus tard quand elle parle avec Peter Baelish. Du coup, oui, puis après on a le fameux Tell Cersei it was me. C'est ça. Alors c'est je pense que c'est quand même l'un des purs moments de la fin de la série. Il y a 2-3 scènes comme ça qui marquent. Dans l'ensemble, elles sont pas terribles, mais celle-là, elle est quand même super stylée, quoi. Oui, Papa Piliacris le porte très bien en fait.
Alors que l'actrice a pas dit, je crois, avoir aimé beaucoup la série en fait. Oui, non, Diana Rigg, elle a Diana pas Rigg forcément. a pas vraiment aimé son. Enfin, elle a fait son métier en fait. Un peu comme Stanis, j'ai plus le nom de l'acteur. Mm. Qui disait qu'il avait fait son métier et rien de plus. Ouais, bah alors en plus, a priori, je pense que avec l'acteur de Stanis, il y a eu quelques différends. Enfin, on Oui. sent que ça a pas dû être super facile. Alors, il y a une théorie dans le chat, c'est je pense qu'après, quand Mike Jay repose le verre sur la table, on n'a pas la caméra, mais à ce moment-là que la reine des épis mettrait le poison. On revoit, il y a une scène où il y a le verre dans la main, mais beaucoup plus tard. Si ma mémoire est bonne, je trouve qu'elle a les verres derrière. Là, elle a le verre. Et là, on a encore Geoffrey qui insulte Tyrion, mais sans aucune bonne raison. Oui. Oui. C'est peut-être juste là, effectivement. C'est dommage, il vient d'avoir une belle épée, et il s'en servira qu'une seule fois pour couper un livre et une tarte. Dommage. En plus, c'est là aussi où tu vois toutes les coulisses derrière le joli. C'est aussi vachement ironique comme scène. Ces oiseaux morts dans la tourte. Et de la merde, parce qu'il a vachement de merde de colombe dedans, en fait. Ouais. Il commence à suffoquer un petit peu. T'es là, oh. Non, il suffoque pas encore là. Justement, t'es là. Ah, c'est là. Et puis après, t'es là. Ah bah non. Là, il mange. En fait, c'est un poisson qui est rapide, donc techniquement, c'est le dernier verre qu'il prend en fait. Ouais. C'est ça qui va créer toute la confusion ensuite. Et Marjorie l'avait dans la main tout à l'heure. Elle a pris le verre là, et donc on peut partir. Là, on voit exactement que Olenna est pile devant. Donc. On nous dit Olenna supérieure à Mao. Ah, il y a débat quand même. C'est le même genre de femme, mais il y a débat. Ah, pareil, on peut négocier. Ouais. Moi, ça fait trop longtemps que j'ai lu les Rois Moyens. C'est vrai que c'est totalement le même genre de. Et c'est le même genre de personnage. Totalement. Alors pour la petite histoire, sachez que la mort de Geoffrey est inspirée de la mort d'un vrai prince qui s'appelle le prince Eustache, qui est mort étouffé. Alors on ne sait pas exactement qui l'a étouffé, mais c'est après qu'il ait pillé une abbaye notamment, et c'était un mec qui n'était pas super aimé, donc c'est pendant l'anarchie anglaise, et c'est un mec qui était a priori pas très aimé, qui a eu un moment prétention au trône d'Angleterre, et qui a fini empoisonné dans de sales circonstances. Donc c'était le comte de Boulogne. Ça va très bien avec Geoffrey, du coup, c'est assez. Voilà. Et là, c'est. Bonne à tous. Bon appétit. Merci maman. Alors c'est pareil. Là, en fait, les producteurs ont fait ressortir de sa retraite un maquilleur de cinéma qui a priori qui a pignon sur rue à Hollywood. Il a notamment fait The Thing et Robocop. Donc c'était un maquilleur des années 80 qui a arrêté sa carrière au début des années 2000 parce que c'était le moment où les effets spéciaux prenaient le pas sur le maquillage. Et a priori c'était un fan de Game of Thrones, et du coup ils lui ont dit mais tu veux pas venir faire un épisode, juste un, allez vas-y. Et il a donc fait le maquillage de Joffrey. Et donc c'est notamment pour ça que c'est bien réussi, parce que a priori donc ce monsieur s'appelle Rob Bottin, et Rob Bottin donc c'était un très grand maquilleur des années 80 au cinéma. Donc on ne laisse rien au détail. Épisode de George Martin avec Cersei qui est pas très très contente apparemment. Pas biaisé dans son opinion. Des mères quand même. Hein. Bon, on fête quand même une bonne fête à toutes les mamans du chat. On vous souhaite une bien meilleure fête des mères que celle de Cersei. Alors oui, effectivement que Mao a fait assassiner un enfant, c'est vrai. Du coup, elle gagne dans le level des gens pas fréquentables. Mais on sait pas ce qu'elle a fait, Olenna.
Olenna, oui. elle a aussi fait assassiner un enfant, excusez-moi, mais Ouais, Joffrey, mais il est pas bien Jean vieux. Jean Ier, c'était un nourrisson, hein, c'est vraiment dans le Ouais, berceau. c'est vrai. Ouais. Après, est-ce que C'est c'est vrai. mieux ou moins bien? On pourra discuter de qui est le plus gros psychopathe de l'histoire. Mao avait le privilège d'être réel. Mhm. Bon, bah, épisode. Bon, elle est quand même très romancée, je pense, dans Oui, dans les. les rois maudits, hein. Bah, épisode assez marquant quand même. Hein. Ouais, non, c'est quand même dans l'ensemble. Dans l'ensemble, c'est quand même ce que fait bien Game of Thrones. C'est des beaux costumes, une belle mise en scène, et certains acteurs excellents dans des très bons dialogues. Et puis c'est intéressant d'avoir, pour une fois, là c'est un début de série, c'est pas un épisode 9 où on a eu l'habitude pendant 3 saisons d'avoir des épisodes 9 très marquants. Là c'est dès le début de la saison en fait. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'ils ont un peu arrêté. J'ai pas souvenir, je pense, dans les saisons 5 à 8, d'avoir Il eu. y a quand même le meurtre des frais au tout C'est début. une introduction, oui. C'est juste même avant le générique, je crois, Ouais. début de la saison 7. Mais c'est intéressant d'avoir fait ça et c'est dommage qu'il l'ait pas répété plus souvent en fait. Le fait d'avoir systématiquement mis quelque chose de choquant à l'épisode 9 fait qu'on perd le côté surprise. C'est vrai. On avait totalement là sur cet épisode là parce que les gens qui n'avaient pas lu le livre ils s'attendaient à rien et épisode 2, pam, Geoffrey, le mec détesté qui meurt comme ça. Alors c'est vrai qu'après il y a dans tout le reste de la série ça va sur le procès, sur le retournement de Shae, etc. Le procès qui est aussi excellent. Enfin, pour le coup, Peter Dinklage, Oui. c'est quand même un morceau On nous réclame tous les épisodes dans le chat. Allez voter, mais on pourra pas tous les faire. On va faire un par saison et ça sera déjà pas trop mal. Ouais. Bon, du coup, ce sera moins bien à partir de maintenant. C'est vrai qu'on peut en faire plus dans la saison 4 et on enlève la saison 7 qui sert à rien. Sauf à bien rigoler, parce que la saison 7 est très Non, drôle. quand même, on rigole bien hein, dans les dernières La saisons. saison 7 est franchement. extrêmement drôle. Prévoyez juste un peu plus d'alcool et puis voilà, on rigolera. Hein. Un peu d'alcool en amont et ça ira mieux. Mais l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ne l'oubliez pas. Du coup, je sais pas si on peut dire beaucoup plus sur cet épisode-là, mais qui pour moi est. Alors, je pense qu'il y a la patte de Martin qui fait qu'il est. Il n'y a pas de temps mort en fait. C'est-à-dire qu'on voit trois choses différentes, comme il y a tout le côté avec Rick et Fionn, le mariage, les cadeaux, et puis vraiment la mort de Geoffrey. Et pourtant, on s'ennuie pas en fait. Il est totalement. Il est pas scène par scène comme les autres épisodes, il est assez linéaire sur la fin, et pourtant on s'ennuie pas du tout. Et puis il y a quand même une vraie liaison, comme le disait Chao au début, il y a une vraie liaison sur la thématique de la filiation, que ce soit entre Ramsay et Roose et toutes les scènes autour de oui bah t'es qu'un bâtard machin, mais si tu agis bien peut-être que tu seras plus qu'un bâtard, et en fait toutes les daddy issues de Ramsay qui sont vraiment mises à l'écran là. Et après t'enchaînes sur Célise, la tarée qui n'aime pas sa fille, pour après avoir cette espèce de famille dysfonctionnelle qu'est les Lannister. Il y a quand même une vraie thématique de la dysfonctionnalité de la famille. Puis il y a tout le discours entre Cersei et son père, où on sent qu'elle veut être son père, et la rencontre avec Pycelle, où elle est juste forte avec les faibles et faible avec les forts. En fait, c'est totalement Cersei qui essaie d'avoir du pouvoir comme son père, mais ça marche pas du tout. Et elle n'y arrive qu'avec un vieillard qui est à peine. Qui est limite sénile en fait, à ce moment-là. Mais c'est quand même vachement bien de faire des caprices quand t'es pas contente. Oui, voilà, c'est ça. Et elle a l'impression d'avoir du pouvoir et ce petit sourire que donne Lena Hartley à ce moment-là. Et elle a l'impression d'avoir du pouvoir, alors qu'en fait, pas du tout. Et juste après, il y a la rencontre avec Oberyn et son père. Où là, c'est deux personnalités extrêmement fortes qui se rencontrent avec tout en sous-texte. Et ça met en perspective en fait que Cersei est juste une alcoolique un peu triste. À ce moment-là, elle n'est pas encore totalement tombée. Elle n'est pas encore complètement alcoolique. Elle boit pas mal quand même. Elle va plonger vachement plus. Après, plus tard, tu la vois jamais sans un verre à la main, quoi. Mais je me souviens, les premières scènes des premières saisons, il y a déjà pas mal de scènes avec elle et avec du vin. Mais c'est vrai que c'est largement pire après, oui. Ouais, ça, ils l'ont construit. C'est petit à petit. À partir de la mort de son premier fils, ça part de pire en pire, en fait.
Mais ça, c'est aussi un des éléments du livre où, du coup, elle s'étonne tout d'un coup de plus rentrer dans ses robes. En même temps, forcément, l'alcool se fait grossir. Il n'y a pas de magie. On dit qu'après, il y a le procès. C'est vrai que le procès est quand même une scène extraordinaire. Le combat d'Oberyn sera une scène marquante aussi. Ouais. Alors, marquante, mais alors j'avoue que moi, en tant que petite nature, vraiment, celle-là, je sais pas. Là, on a rajouté du gore sur du gore. Hein. C'était cadeau de la série par rapport déjà que la mort de Joffrey, elle est quand même vraiment immonde, hein, on va pas se mentir. La mort de Joffrey est immonde, mais elle a un côté un peu jouissif. C'est un personnage qu'on n'aime pas. Ouais. Alors que Oberyn, ils l'ont rendu tellement stylé. Pedro Pascal fait le travail à merveille. Et on l'attend. Je pense qu'il y a une surprise aussi à ce niveau-là. Enfin, on ne le voit pas mourir, surtout qu'il est en train de gagner le combat. Mais ils l'ont rendu très visuel en fait. Ce que le livre a pas du tout fait. Le livre, s'arrête sur un cliffhanger il se retrouve au sol et frappé par la montagne, terminé. Ouais. Mais la saison 4, je suis en train de réfléchir sur ce que je me souviens de la saison 4, il y a beaucoup de scènes, en fait, tout je me souviens, c'est Port-Réal, en fait. Il y a moins de choses intéressantes ou marquantes en dehors de Port-Réal dans cette saison. Parce que ce qu'on se souvient, c'est le procès, c'est le combat, c'est la fuite. Mais sinon, en dehors de cette saison, tout ça se passe à Port-Réal. Et en dehors, j'ai pas de souvenirs prégnants des choses importantes qui se passent en dehors, en fait. On nous dit la mort de... Alors, c'est dans le chat, hein, c'est moi qui invente. La mort d'Ingrid. Est-ce que c'est pas dans la saison 4 Ouais. C'est dans la saison 4, ouais. Et la bataille la bataille du mur, quand même. Ouais, ouais, c'est c'est vrai. Il y a moins d'émotions. La mort d'Ingrid, voilà. Voilà. On est moins attaché au personnage parce que le personnage n'est pas forcément bien construit. La scène est quand même importante. Enfin, la construction de Jon Snow, c'est important. Moi, en tant que grande romantique, je l'aime bien, j'aime bien cette relation. Je trouve tout choupi, moi, je trouve ça trop mignon. Et du coup, moi, je trouve ça triste quand elle meurt. Surtout que c'est une vraie relation. Et c'est devenu une vraie relation. C'est devenu une vraie relation. Oui, mais du coup, je pense que vu que Harrington est très mauvais, heureusement qu'ils avaient une vraie alchimie et que ça a marché entre eux, parce que sinon, punaise, quoi. Imaginez, il l'aimait pas dans la vraie vie. Ça aurait été beau aussi. On l'a vu, les scènes qu'ils ont tous les deux sont beaucoup plus jolies que les scènes qu'ils vont avoir avec Daenerys, en fait. C'est pas naturel. On peut encore se dire qu'il y a une question de gêne avec dès qu'il apprend que c'est sa tante. Ouais, même avant. Mais même avant, c'est un peu ça marche pas, quoi. C'est pas. Non, et puis pendant la saison 4, c'est aussi la saison effectivement où ça traîne après parce qu'on voit Daenerys, justement, on en parlait à l'instant avec Amyrine. Où elle est juste elle arrive à Myrine, je sais plus, mais ça commence à traîner un peu. Il y a Arya qui traîne aussi, on sait pas trop ce qu'elle fait, mais la saison 4, vraiment, effectivement, Port-Réal, c'est ce qui est marquant, il y a un peu le mur, et sinon ça traîne beaucoup, et ça commence avec le moment où on donne un peu l'impression qu'ils attendent les livres, en fait, qui arriveront jamais, mais ça traîne pas mal. La saison 5 et 6 seront encore pires pour ça, parce que ça traîne énormément, juste pour attendre l'épisode 9, justement. Et puis voilà, c'est le moment où tout d'un coup, ça y est, il n'y a plus les livres, ils sont en roue libre, ils savent plus où ils vont, ils savent plus quoi faire. Jusqu'à le moment où la saison 7, je crois qu'ils ont fait le deuil, à partir de la saison 7, ils ont fait le deuil des livres, et alors là, c'est parti en... Complètement en cacahuète, mais c'est vrai que... Après, et ce qu'il y a de fou, c'est que certaines des scènes vraiment marquantes dans ces saisons-là, c'est les scènes qui ont été guidées par Martin, quoi. C'est pour moi l'une des scènes vraiment qui m'a retourné, c'était la scène du Hodor, quoi. Et ça, a priori, on verra. On verra, mais a priori c'est pas anodin cette scène-là. Ouais, j'étais en train de jeter un œil au Bingot du coup, mais le Quintin Jon Snow on l'a pas eu, Stannis pas de vrai roi, on n'a pas été extraordinaire sur celui-là. On n'a pas eu Ruzard, on a eu Ramsay et Cruel par contre, cette case. Celle-là, ouais. Elle marche tout le temps. Non, puis on a Jamie super classe. C'est là on peut mettre en une ligne avec. Voilà, exactement, on peut faire une ligne entière juste avec lui. Gros malaise, alors celui-là on l'a eu, mais alors.
Oberyn veut faire du sexe, mais Oberyn veut toujours faire du sexe, donc du coup ça... Ouais. Bien. Voilà. Sauf qu'il fait des combats. Il fait des combats ou du sexe. C'est ça, ça occupe bien Non, mais les tête, hein. regards. Le vent de Tyrion, non mais c'est pas pour toi, ou Ouais. le regard appuyé, mais Ah, vers Renly, le violent vers Renly, Loras. Vers Loras, là, le petit clin d'œil vers Loras, Loras, pardon. bien placé. Et Jaime juste derrière qui mais qu'est-ce que tu fais là, enfin t'es pas là pour ça. Non, c'est assez marrant quand même. Non, ça reste un des très bons épisodes en fait. Ouais. On me dit en saison 5, Ardom c'est bien l'épisode 5. Ardom, moi ça venait après l'épisode 5 quand même, j'ai un doute. Semble aussi. Pour moi c'est pas l'épisode 9 aussi, c'est pas un des épisodes 9 marquants. Moi, c'est un épisode 9, mais alors attends, je vais vérifier parce qu'on va pas dire des bêtises. Effectivement, alors moi c'est un épisode que j'ai pas Ah, moi, je l'ai pas spécialement aimé. Voilà. Mais il est marquant, c'était un fait. C'est un pivot parce que c'est au moment où effectivement l'armée des morts prend définitivement un vrai rôle dans la série. Le 8e épisode de la saison 5. Voilà, donc c'est le 8e épisode, pas le 5. C'est pour ça que je me disais qu'il arrivait plus tard. C'est vrai que moi, c'était, en fait, c'est un visuel auquel j'adhérais pas du tout. Enfin, il y a quelque chose qui m'a beaucoup gêné dans la bataille, tout ce qui était utilisé dans le visuel. Je sais pas. Ça personnifie trop pour moi les marcheurs blancs en fait. En fait, c'est ça, ouais. C'est perd le tellement côté un peu mystique. on perd le côté qui fait peur parce qu'on sait pas ce que c'est. Et là, tout d'un coup, on les voit. Le grand méchant avec ses zombies. C'est un peu dommage. Bon, je vois l'heure qui tourne en fait, du coup on discute, mais peut-être temps de se dire au revoir. Je sais pas si vous avez d'autres questions dans le chat, je regarde en même temps. Bah, sinon, on se dit à la prochaine fois. Alors n'hésitez pas à aller voter, je vais vous remettre le lien du blog où il y a le lien pour aller voter. On demandera à Chris de nous faire parce que c'est Chris qui nous gère le vote. Hop. Allez voir là-dessus, il y a tout ce qu'il faut. Et puis du coup on se dit à la prochaine fois, a priori la semaine prochaine ou la semaine suivante, on vous tiendra au courant sur le blog et sur les réseaux. Et sur ce, bonne soirée, et puis bonne fête des mères en tant que vous avez vu ça. Bonne fête, maman. Bisous. Au revoir tout le monde. Bisous. Soirée. Tout le monde.